Bonjour. Personne ne pourra nier que 2023, c'est indéniablement l'année de l'intelligence artificielle, de l'avènement de l'intelligence artificielle, et principalement des LLM, des Large Language Models. Et que malgré toutes les pétitions et les signatures, ce qu'on aperçoit, c'est que même les personnes qui font ces signatures, elles, sont, elles continuent à travailler et à développer des outils. Donc, une question qui est assez intéressante, c'est pourquoi les modèles LLM, par exemple, je vais redonner l'exemple, hein, le plus connu, c'est le normal, ChatGPT, pourquoi peut-il paraître des fois d'une stupidité affligeante et d'un autre côté peut paraître extrêmement brillant. Moi j'ai des prompts où j'ai discuté de sujets métaphysiques, etc. avec GPT où j'ai été bluffé, juste je pense à ce matin même. En fait, Why ChatGPT seems silly, etc. Cette question-là, elle a été en fait posée par un psychologue. Et j'ai lu son article et ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Et donc, l'intelligence artificielle, on sait tous que c'est un sujet quand même qu'on ne peut pas pousser d'un revers de la main parce que ça pose des questions extrêmement éthiques et que voilà, là, on ne sait pas dans quel sens les choses vont avancer. Donc l'objectif de la vidéo, ça va être de repartir de zéro. Genre, il était une fois. En fait, on va essayer d'expliquer un petit peu l'histoire de l'IA. Et à travers cette histoire, on va essayer d'en tirer des leçons et de voir comment ces leçons peuvent répondre à cette fameuse question. Donc voilà, donc ça c'est une invitation aussi à rester jusqu'à la fin, forcément. Parce que c'est vers la fin qu'on va exploiter un petit peu tout ce qu'on aura appris sur l'histoire de l'IA. Je vais essayer d'être comme d'habitude. On m'a demandé d'être assez technique, mais c'est quand même assez compliqué, hein. D'être trop technique et d'être trop vulgarisé. Voilà, mettez en commentaire s'il y a des questions, si le format, vous voulez quelque chose de plus vulgarisé, etc. En tout cas, voilà, moi j'ai préparé mon discours. Donc déjà, qui est le papa de l'intelligence artificielle? Est-ce Alan Turing ou est-ce McCarthy? Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, McCarthy est considéré en général comme étant le père fondateur de l'IA. On va comprendre un petit peu pourquoi. Alan Turing, c'est lui qui a fait le test de Turing. Donc moi, je me posais souvent la question, pourquoi on ne dit pas que c'est lui le papa de l'IA? Bon, à son époque, déjà, on n'avait pas d'ordinateur assez puissant, de toute façon, pour faire des choses qui ressembleraient à de l'IA. Et en 55, en fait, c'est McCarthy avec plusieurs chercheurs qui ont, lors de la conférence de Dartmouth, en fait, lancé officiellement l'intelligence artificielle comme une discipline en soi. Et c'est pour ça qu'on dit c'est la naissance de l'IA en tant que discipline, en tant que réelle discipline. Et à ce moment-là, on avait déjà en fait deux courants. Ça va être intéressant, extrêmement important pour la suite, retenez bien, deux courants de pensée qui s'opposaient. On avait ce qu'on appelait les symbolistes et les connexionnistes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça peut revenir à la question, qu'est-ce que l'IA? Moi, il y a une définition, j'ai vu plusieurs définitions sur le internet, il y a des définitions qui définissent l'intelligence artificielle comme quelque chose qui imite l'intelligence humaine. Mais le problème, c'est que dedans, il y a toujours le mot intelligence. Donc en fait, on tourne un peu en rond.
Donc moi je préfère définir l'IA comme étant en fait un ensemble de méthodes algorithmiques, donc artificielles forcément, qui en fait imitent les capacités cognitives des humains. Donc très souvent on va parler de perception, donc la reconnaissance des formes, du raisonnement, donc dedans ça inclut beaucoup de choses dans le raisonnement, la planification, etc. Le langage. Voilà. Puis après on a aussi la proprioception, le mouvement, etc. Donc ça on est plus dans le domaine Boston Dynamics pour ceux qui connaissent, donc dans le domaine de la robotique, qui n'est pas du tout un domaine dans lequel je m'y connais. Voilà. Pour être, pour être honnête. Je suis un petit peu les avancées, mais voilà, c'est pas. Mais je sais que ça avance, que les avancées sont aussi impressionnantes dans le domaine de la robotique. Que si on arrive à mélanger les deux en disant, bon, je pense que l'IA peut avoir un sacré avenir et que du coup, voilà pourquoi il est quand même important de s'y intéresser. Alors, l'approche symboliste, c'est de se dire, en fait, on va partir du raisonnement humain et on va essayer de le modéliser. Par exemple, de dire comment on raisonne. Qu'est-ce que c'est que le raisonnement par analogie? Qu'est-ce que c'est qu'une analogie? Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse, etc. Et tout ça, essayer de le modéliser pour en faire un programme qui imite ce type de raisonnement. On le verra par la suite, hein, les résultats et l'hiver des réseaux de neurones et l'été justement de ce type d'approche. A contrario, l'approche connexionniste, c'est de se dire non, en fait ce qu'il faut, c'est imiter le cerveau humain dans sa structure. Les réseaux de neurones, tout simplement. C'est là où justement on a eu le premier discriminateur linéaire qu'on appelait le perceptron, qui a donné par la suite le perceptron multicouche et les réseaux de neurones, qui ont bien évolué depuis en termes d'architecture. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on avait à ce moment-là en fait un enthousiasme. Je me souviens il me semble, les Japonais pensaient que l'IA allait naître vers la fin des années 70, etc. Bon, ils étaient un petit peu optimistes. Mais petite parenthèse, c'est pour ça qu'on voit, pour ceux qui connaissent les films des années 80, beaucoup de robots. On voit avec les Terminator, etc. L'époque cyberpunk, etc. Oui, parce que justement, ça vient justement de cet enthousiasme, de cet optimisme qu'on avait à cette époque-là. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le domaine qui a en fait eu le plus de recherches et le plus de résultats, ça a été le domaine du symbolisme, donc du raisonnement. Donc je vous conseille ce livre, donc le raisonnement en intelligence artificielle, qui est un magnifique livre, français en plus, écrit par plusieurs chercheurs, donc qui va aborder la question du raisonnement dans le domaine de l'IA. On va y aborder les systèmes experts, donc je vais essayer de vous expliquer juste assez rapidement ce qu'est un système expert. Donc un système expert, c'est tout simplement en fait un programme dans lequel on va avoir des règles. Donc vous allez me dire, oui, mais bon, c'est un petit peu pareil qu'un programme dans lequel moi-même je vais écrire if. Ça, tout le monde sait le faire. N'importe quel programmeur, il sait mettre des conditions. Sauf que là où va venir la complexité, c'est que ces règles vont être dynamiques d'une part, et on va les externaliser. Ça veut dire qu'on va avoir une base de règles qui n'est pas dans le programme. Et le programme, lui, sa responsabilité, ça va être d'incorporer et de lancer un moteur qui va, en fonction d'un certain nombre de faits,
lancer le moteur de règles pour en faire une déduction. Voilà. Alors pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué pour plusieurs choses. Déjà, euh, il y a deux types de systèmes. Il y a les backward chaining et forward chaining. Mais on va pas rentrer trop dans ce détail. Mais je vais donner un exemple que moi j'avais rencontré parce que j'ai implémenté un système expert dans le domaine de la finance de marché. Si je vous dis par exemple, j'ai plusieurs règles, et j'ai une règle qui permet par exemple de classifier des titres, des titres financiers, comme les actions, les obligations, les options, les swaps, etc., etc. Et je dis, bon voilà, je vais prendre une catégorie de titres et je vais dire cette catégorie, je vais lui mettre un flag, un tag, c'est catégorie couverture. C'est fait pour couvrir le portefeuille. Typiquement, les produits de couverture, ça va être les options, les swaps, etc. Les futurs. Supposons maintenant que j'ai plusieurs règles dans ma base de règles et que j'ai une règle qui dit justement ça, qui explique si titre égale action ou si titre égale option ou titre égale futur ou etc. etc. Donc catégorie égale couverture, et que j'ai une autre règle qui dit si catégorie égale couverture, alors, et là je mets par exemple, je fais un calcul qui va être en conséquence, etc. Ben, vous voyez bien, le souci en fait ça va être de l'ordre. Dans quel ordre on va enchaîner les règles? Parce que si je commence par la règle si catégorie égale couverture, alors fais ceci. Ben, le problème c'est que peut-être qu'on n'a pas encore lancé la règle plus haut ou plus bas, puisqu'on n'a pas vraiment d'ordre quand on va le voir pourquoi, quand on écrit nos règles. Et donc le moteur doit être capable de reboucler, etc. Avec un système assez complexe. Et donc on a un moteur, un des moteurs connus, donc c'est le moteur RETE, R-E-T-E. Donc le moteur RETE, il est extrêmement optimisé pour traiter de ce genre de choses. Alors pourquoi est-ce que nous mettons pas les règles dans l'ordre? Ben, tout simplement parce que à la base, nous, ce que les chercheurs voulaient faire, c'est des systèmes en production qui soient utiles. Vous vous imaginez, vous, dans le domaine par exemple, du diagnostic médical, on va y revenir, dans le domaine du diagnostic médical, on peut avoir des milliers de règles. Alors, les trier, c'est extrêmement compliqué. En général, ces systèmes-là, comment ils se construisaient? Ben, on faisait appel à des experts. On verra que c'était justement un des avantages, des drawbacks des systèmes experts, c'est qu'il fallait faire appel à des experts. Oui, mais il n'y avait pas de machine learning. On ne faisait pas de l'induction pour trouver les règles. On les écrivait, mais après, une fois que c'est écrit, c'était très efficace. Et dans ce domaine-là, on avait aussi la logique floue. La logique floue, pour ceux qui ne connaissent pas, là, les règles que j'ai données, elles sont assez rigides, mais on peut dire par exemple, si la voiture devant toi freine trop brusquement, si tu t'approches trop de la voiture, freine un peu plus fort, etc. Mais il y a la notion de trop, freine un peu plus fort, fort, trop, c'est des notions. Moi, un ordinateur, il a besoin de, si la distance, elle dépasse tant, je freine avec telle pression. Voilà. Et on a deux choses dans les systèmes experts qui ont été beaucoup étudiées. C'est l'incertitude et l'imprécision. Ici, on est en train de parler d'imprécision. Nous, notre cerveau, il résonne de manière floue. Quand on parle entre nous, on parle de manière floue. On ne dit pas si et on donne une valeur extrêmement précise. Et là, il y a eu tout un domaine qu'on appelle la logique floue. Fuzzy logic. Et on avait aussi la logique probabiliste. Donc là, on traite plus de l'incertitude. Et là, juste pour terminer dans le domaine de ces systèmes-là,
on en avait plusieurs, on avait aussi la logique temporelle, hein. Il faut être capable, par exemple, dans des moteurs de planification. Donc la planification, par exemple, ça peut être utile pour un robot, hein. Tu lui demandes de faire une tâche et il va devoir découper en fait ton ordre en séquences. C'est ce qu'on appelle la planification. Et la planification, elle suit aussi, elle se faisait aussi à l'époque avec des systèmes experts. Aujourd'hui, je vais creuser, parce que je pense que c'est pareil, hein, parce que je pense pas que la planification aujourd'hui, elle se fasse avec du deep learning. Et donc, je me suis perdu. Excusez-moi. Donc, la, voilà, donc la planification, elle se faisait avec les systèmes experts. Et donc, si on veut faire de la planification de manière efficace, il faut aussi incorporer de la logique temporelle. La logique temporelle, ça inclut, pour ceux qui ne connaissent pas, les relations d'Allen en fait. Les relations d'Allen, ça veut dire être capable de raisonner de manière temporelle en disant par exemple sur des événements, ces événements se déroulent en même temps, cet événement se déroule après cet événement, ou avant, ou lorsqu'il y a entrelacement, il y a le pendant, mais pendant que j'étais en train de faire A, à un moment donné, il s'est passé B, etc. C'est-à-dire que voilà, les deux événements s'entrelacent. Ils ne sont pas exactement, en fait, ils se situent pas, ils n'ont pas exactement le même intervalle temporel. Et toutes ces relations-là, on en a un certain nombre qu'on appelle les relations d'Allen. Alors, quand vous mettez la logique temporelle, la logique floue, la logique probabiliste, on a aussi le raisonnement par analogie, on a la logique hypothétique. Donc ça veut dire que justement, on va y revenir plus tard avec le bayésianisme, parce que moi j'y vois un lien justement, c'est-à-dire qu'on part on n'a pas assez de règles et on va émettre un certain nombre d'hypothèses. Par contre, ce qu'il faut, c'est être capable d'avoir des algorithmes qui remettent en question les hypothèses, remettent en question la base de règles, etc. Et donc là, on avait des algorithmes, il y en a un qui s'appelle Join, mais qui est dans le qui G-O-I-N-T, qui est expliqué dans le livre, mais j'ai pas trouvé de traces sur internet. Mais bon, peu importe, c'est pas ça qui est important. Et on a un système en fait concret qui a été développé et qui était en fait une avancée majeure. Vous imaginez, je peux pas dire si c'est comme ChatGPT, j'étais pas né, hein. Mais c'était en fait dans le domaine du diagnostic médical, c'était MySyn. Donc voilà, pour ceux qui veulent regarder, MySyn en fait c'était un système expert qui utilisait un moteur RT, si vous vous souvenez, mais une version spécifique du moteur RT, très optimisée, qui utilisait de la logique probabiliste, et donc avec des règles dans lesquelles il associait des points en termes d'incertitude, etc. Et à la fin, l'objectif c'était d'établir un diagnostic médical aussi avec une probabilité. Et il a eu un succès énorme. Je sais plus pendant combien de temps il a été utilisé, mais ouais, au moins une vingtaine d'années minimum. Je me demande même s'il n'y a pas certains hôpitaux qui utilisent encore MySyn aujourd'hui. Donc pour dire que c'était vraiment, pour moi c'est l'exemple que je donne en fait en termes de succès des systèmes experts. Ensuite on a eu les systèmes multi-agents. Les systèmes multi-agents c'est quoi? C'est tout simplement de prendre plusieurs systèmes experts et de les faire collaborer. Donc pour information, lorsque moi j'ai fait mes études, les réseaux de neurones on n'en parlait pas. Moi j'ai fait en fait mon mémoire de fin d'études sur les réseaux de neurones, mais j'étais limite l'anomalie. L'anomalie. Je me souviens qu'en fait, j'avais un thésard qui était justement mon tuteur. En fait, l'année d'après, en fait, quand je suis parti, ils ont coupé les budgets parce que les budgets venaient d'Alcatel à Strasbourg. J'habite à Strasbourg, ils venaient d'Alcatel. Ils ont coupé les budgets parce qu'on ne croyait pas aux réseaux neuronaux. Alors pourquoi on ne croyait pas aux réseaux neuronaux? Au même moment où on avait l'avènement des systèmes experts, on avait aussi des avancées dans le domaine des réseaux de neurones, dont les fameux réseaux à convolution de Yann LeCun. Donc Yann LeCun, dont j'en parle souvent,
qui est une des seules personnes pour le moment qui est réticente par rapport à la signature de la pétition dans laquelle il faudrait baisser la pédale d'accélération dans le domaine de l'IA, et qui est aujourd'hui en fait directeur d'un laboratoire chez Facebook. En fait, lui, il avait fait les réseaux à convolution, et c'est ces réseaux même qui ont en fait fait exploser le deep learning pratiquement dans la deuxième décennie de ce millénaire, entre 2010 et 2020. Mais en fait, ces réseaux-là, ils ont été inventés, je crois, fin des années 80 ou 90. Sauf qu'il n'y avait pas assez de données, etc. Voilà. Et qu'on avait aussi la problématique du vanishing gradient. On va y revenir, du vanishing gradient. Donc voilà, donc à un moment donné, ce qui était en fait l'intelligence artificielle, c'était ça. Ça, c'était l'IA. L'IA telle qu'enseignée dans les universités, dans les écoles. Les projets ne parlaient que de ça. On avait aussi, voilà, quand tu joues aux échecs, la manière d'explorer, par exemple, différentes... tu sais, 3 coups en avance, on sait qu'on peut en fait fabriquer une espèce d'arbre. Comment en fait parcourir efficacement cet arbre avec des algorithmes qu'on appelle, je vous donnerai les liens, A étoile, etc. Et c'était ça qui était enseigné à l'université et non les réseaux de neurones. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait toute une introduction sur ces systèmes-là. Maintenant, si on en revient aux réseaux de neurones. Donc les réseaux de neurones, on a commencé par le perceptron multicouche. Et en fait, je voulais juste vous rappeler que quand même quelque chose qui est un petit peu contradictoire dans l'approche connexionniste, qui est de dire on va essayer d'imiter le cerveau humain. Il faut savoir qu'en fait, les réseaux de neurones tels qu'on les utilise aujourd'hui ne sont pas le reflet du fonctionnement du cerveau humain. On a une autre discipline en fait qu'on appelle les neurosciences computationnelles qui, eux, essayent de ressortir les véritables algorithmes qu'il y a dans le cerveau humain. Bon, c'est une discipline assez récente et qui ne donne pas encore de résultats, on va dire, je pense, concrets. Hein. Mais les réseaux de neurones tels qu'on les utilise aujourd'hui, voilà. Il me semble que la backpropagation n'existe pas. Alors, qu'est-ce que c'est que le backpropagation ? En fait, pourquoi les réseaux de neurones sont très intéressants ? Tout simplement parce que, en fait, ça relève déjà du machine learning. Hein. Donc, ça veut dire qu'au lieu donc, le machine learning, c'est qu'au lieu d'expliquer quelque chose pour des problèmes complexes comme la reconnaissance des formes, c'était surtout dans ce domaine-là qu'au départ, on voulait utiliser les réseaux de neurones. C'est dans le domaine de la reconnaissance de patterns et de formes. Moi, j'avais travaillé dans la reconnaissance de signaux. Mais des signaux qui contenaient... c'était des vecteurs avec 70 données. Donc, c'était des signaux pour voir si c'était des signaux qui venaient dans des mines, qui venaient de roches, etc. Et là, essayer de trouver un algorithme qui te dit exactement, en fonction de ton signal, de le classifier de manière précise, c'est extrêmement complexe. Donc l'approche a été de se dire, là par contre, demander à des experts, justement c'est là où on a vu que d'un côté, on se rend compte que la complication, que c'est extrêmement complexe de mettre en œuvre des systèmes experts parce qu'il faut faire appel à des experts. Donc c'est très coûteux en temps et aussi on peut faire des erreurs, etc. Donc une autre approche, c'est de se dire, on n'écrit aucune règle. On n'écrit aucune règle et en fait on laisse le système apprendre de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, on va venir dans le domaine mathématique. En fait, on va avoir une fonction qui prend en entrée des données et qui va sortir en sortie, qui va te dire quelle est la catégorie par exemple du signal, ou dans le domaine de la reconnaissance d'images,
par exemple, ou de la reconnaissance d'animaux, est-ce que c'est un chat, ou etc. Cette fonction-là, en fait, elle va être initialisée de manière aléatoire. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que forcément, cette fonction-là, elle va répondre n'importe quoi au début. Donc le processus d'apprentissage, c'est quoi? C'est de lui montrer. Tiens, on a une phase d'apprentissage. Excusez-moi. Je te montre. Donc une image te dit ça, c'est un chat, ça c'est ci, ça c'est ci, ça c'est ça. Et toi, à chaque fois, en fait, le réseau, ce qu'il va faire à chaque fois, c'est que s'il arrive au résultat souhaité, c'est ce qu'on appelle le label, la labellisation, bah c'est bon. Sinon, ce qu'il fait, c'est qu'il va essayer de réajuster ses paramètres. Parce que le réseau, tel que vous pouvez le voir, il a des paramètres. Et donc, là, on a vu que les réseaux de neurones pouvaient être extrêmement efficaces. C'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, en mathématiques, ce qu'on fait, en fait, quand on veut en fait réajuster, en fait, ce qu'on veut, c'est minimiser l'erreur. Minimiser l'erreur. Donc, on est dans le domaine de l'optimisation. Et dans ce domaine-là, ben, en fait, ce qu'on fait, c'est très souvent l'équivalent de la dérivée, le gradient. On fait une descente de gradient. Tel que vous pouvez le voir, voilà, une descente de gradient. C'est comme une personne qui est... enfin, je vous ferai l'analogie plus tard sur justement les minimums locaux. Et donc, là, ce qui va se passer après la rétropropagation du gradient, donc en fait ce qui était intéressant, c'est le fait que l'architecture est en couche. Le fait que cette architecture soit en couche, c'est intéressant parce qu'en fait pour pouvoir calculer ce fameux gradient, on ne calcule pas le gradient de la fonction du réseau de neurones. Hein. Ça c'est important à comprendre pour ceux qui veulent juste avoir une vision des choses. Ce qu'on calcule, c'est le gradient de l'erreur, de la fonction d'erreur. Voilà. Et des fonctions d'erreur, il y en a, surtout aujourd'hui, on en a une tonne. Hein. Et mais très souvent, voilà, c'est l'erreur des moindres carrés qu'on a, etc. Et ce gradient, il peut se calculer de proche en proche. Deux couches, je calcule d'abord la dernière couche, puis je remonte, je redescends. C'est ce qu'on appelle la rétropropagation du gradient. Le souci, c'est que Yann Lequin, ben, rappelez-vous, on parlait des systèmes experts qui étaient en fait les systèmes qui étaient au top. C'est au même moment, Yann Lequin travaille sur ce type de réseau de neurones et il est confronté non seulement à des problèmes de données, de puissance, etc., mais aussi il est confronté au fait que plus on rajoute des couches, plus on se rendait compte qu'en fait le gradient, lorsqu'il descend, ben, il devient quasiment nul. Donc en fait, finalement, en fait, le réseau n'apprend plus. Il sature en fait. Donc on a l'exploding gradient aussi qui est dans l'autre sens. Et c'est le vanishing gradient qui est l'un des facteurs principaux pour avoir arrêté la recherche dans le domaine des réseaux de neurones. Voilà. Donc j'espère que déjà là, bon ça a duré une demi-heure, c'est un peu long, que vous avez pu voir en fait les deux approches. Donc je résume l'approche symboliste, l'approche connexionniste, et que on a eu une période pratiquement de 30 ans où l'approche symbolique était l'approche en fait dominante, extrêmement dominante. Jusqu'à l'apogée, moi, où on parlait que de systèmes multi-agents, avec des algorithmes de plus en plus sophistiqués dans ce domaine-là. L'avantage qu'ils avaient ces domaines, par exemple, c'est que ce n'étaient pas des black box. Ils avaient des inconvénients, bien entendu, mais ils avaient aussi des avantages. Ensuite, en 2010, on a résolu le problème du vanishing gradient en sélectionnant en fait en changeant la manière dont on sélectionne en fait nos neurones. Aujourd'hui, on utilise beaucoup plus les neurones qu'on appelle relus. Donc, si vous voyez là, tous les neurones, ce qu'on appelle des fonctions d'activation, en général, ce qu'on fait, c'est une combinaison linéaire, c'est-à-dire que c'est tout simplement
des multiplications et des additions entre les entrées, et ensuite on rentre dans le neurone, et le neurone va activer une fonction, ce qu'on appelle la fonction d'activation. Cette fonction, il y en a plusieurs. Il y a le sigmoïde, il y a le tangente hyperbolique, etc. Tout dépend de ce que l'on souhaite faire en général. Et ça sort du cadre de cette vidéo. Et les neurones de type relu sont ceux qui sont les plus utilisés aujourd'hui. Ensuite, en 2010, à cette époque-là, on a eu aussi une personne de chez Google qui a mis en place l'algorithme Word2Vec. Donc on est toujours dans le domaine des réseaux de neurones. Alors là, par contre, ça a été... Parce que j'ai pas parlé du traitement du langage naturel. Le traitement du langage naturel existait déjà. La preuve, Google, le moteur de recherche, c'est utiliser des techniques classiques du traitement du langage naturel. Mais ces techniques, voilà, c'était basé sur des statistiques. Assez simple. Enfin, je dis assez simple, voilà. Mais c'est basique. Et grâce à cet algorithme-là qu'on appelle Word2Vec, on a réussi à mettre en fait le domaine du langage naturel dans le domaine des mathématiques et des espaces vectoriels. En gros, comme vous pouvez le voir là, un mot va être plongé, c'est pour ça qu'on dit embedding, ouais. Il y a un plongement dans un espace qui va être de dimension très souvent assez élevée, de type 500 par exemple, un vecteur, un mot va être représenté par un vecteur de 500 données. Alors, quel est l'intérêt de tout ça? L'intérêt, c'est qu'on s'est rendu compte que ça capture la sémantique. Qu'on peut même faire des analogies, des analogies comme roi moins homme plus femme égale reine. Bon, c'est le truc le plus connu, mais ça marche, ça marche. Ça marche, et moi j'ai fait des exemples pour information. Moi j'étudie aussi de manière scientifique le texte coranique, et j'ai vu des analogies qui sont bluffantes avec Word2Vec. Et donc Word2Vec, ce qu'il fait, voilà, ça va être surtout étudié en fait. C'est un réseau de neurones déjà à la base. C'est un réseau de neurones à 3 couches, tout simple. Donc en entrée, on va avoir en fait notre mot et les mots qui l'entourent. Donc ça c'est la variante, ce qu'on appelle skipgram. Et en sortie, ce qu'il faudra, c'est essayer de prédire justement, en fonction du contexte du mot, le mot. Voilà. Et une fois que le modèle a été entraîné, en fait, finalement, les poids qui sont entre la couche d'entrée et la couche cachée vont être justement l'embedding en fait de notre mot. Voilà. On a aussi notre approche qui est Continuous Bag of Word, mais peu importe, c'est ça ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'on arrive à modéliser des mots en fait on transforme notre univers de mots, donc dans le domaine des chaînes de caractères, et on passe dans le domaine de ce qu'on appelle les espaces vectoriels, donc enfin des vecteurs de dimensions assez énormes. Après, on a eu plusieurs variantes. On a eu BERT, etc., etc. Donc ça paraît décousu, mais si je refais quand même un petit point. Donc on a parlé du symbolisme vs connexionnisme, on a parlé de l'apogée du raisonnement en intelligence artificielle. Dans le domaine des réseaux de neurones, on a eu en parallèle deux avancées qui sont les réseaux à convolution, la reconnaissance des formes, etc. Et d'un autre côté, on a eu un départ dans le domaine du traitement du langage naturel. Et ça a continué à évoluer. Le deep learning, donc qui est la dernière décennie. Ça a évolué à tel point que les architectures sont devenues de plus en plus complexes. On a intégré ce qu'on appelle le transfer learning, ça veut dire qu'on a des réseaux qui ont déjà les poids, qui sont déjà entraînés, avec des poids déjà mis en place, mais dans lequel nous on peut juste le customiser avec nos données d'entraînement, ce qu'on appelle le transfer learning. Ce que tu as appris,
et ben, je peux le transférer dans un autre domaine. On a eu, en termes d'architecture, des connexions, ce qu'on appelle des connexions résiduelles. Ça a plusieurs avantages. Ça avait l'avantage dans les réseaux à convolution de diminuer la réduction en fait de la taille des matrices. Si vous pouvez voir dans le schéma, vous voyez que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait les réseaux à convolution ont tendance à prendre notre image de départ et sa taille en fait décroît extrêmement rapidement. Mais un des avantages aussi des connexions résiduelles, c'est d'éviter le vanishing gradient. Parce que le vanishing gradient, le problème n'est pas résolu totalement. D'ailleurs, dans les transformers actuels, parce qu'on va justement bifurquer maintenant tout doucement vers les transformers, on utilise des connexions résiduelles. Donc ensuite, on a eu BERT et on a eu... je vais juste faire encore un petit tour rapide sur le domaine du traitement du langage naturel. Quand on voulait, par exemple, si on voulait faire du question answering, le réseau qui venait naturellement, c'est ce qu'on appelait des réseaux récurrents. Les réseaux récurrents, en fait, c'est des réseaux dans lesquels ta sortie va devenir ton entrée. Et ces réseaux-là, en fait, très souvent, ils sont représentés de manière assez schématique. Mais lorsqu'on les déplie, on voit en fait que c'est des réseaux qui travaillent sur des séquences. Ça peut être des séquences dans le domaine de la finance ou des séquences textuelles. Mais plus on va avancer, plus ça va être pareil. Dès qu'on revient en arrière en faisant de la rétropropagation du gradient, on se retrouve confronté au vanishing gradient problème. Donc on est parti sur, en fait ce qu'il faut c'est garder un petit peu en mémoire certaines choses. Donc on est parti sur les Long Short Term Memory, LSTM. En fait, à l'intérieur d'un LSTM, on a toute une logique, que je vais essayer de simplifier, on a toute une logique qui, en fonction d'une entrée, va décider si va essayer de faire une espèce de combinaison linéaire, en fait, de mix entre la mémoire qu'elle a, et elle va décider si cette mémoire, elle doit la garder, elle doit l'effacer. L'effacer parce qu'elle se rend compte, par exemple, que par exemple, on était en train de discuter sur un sujet, à un moment donné, on se dit on passe à autre chose dans la phrase, hop, ça c'est bon, je peux l'enlever. Mais il faut aussi en même temps garder le contexte un petit peu récent. C'est un petit peu comme les moving average, on va dire, si vous devez faire une petite analogie. Et on a plusieurs gates en fait à l'intérieur de cette cellule, plusieurs portes. Et les LSTM ont marché pendant de nombreuses années. Et à un moment donné, ce qu'on avait comme architecture, c'était ce qu'on appelait les encodeurs-décodeurs. Donc, on a un LSTM qui nous permettra d'encoder. Donc, son objectif, c'est d'encoder le texte. Par exemple, dans le domaine de la traduction ou du question answering. Et on a un autre LSTM qui décode. Ensuite, ce qui est venu, c'est ce qu'on appelle le mécanisme d'attention. Parce que on voit par exemple dans le domaine de la traduction, c'est beaucoup plus simple à comprendre. C'est que en fait, on n'a pas le même ordre entre des langues. Donc finalement, ce qui va devoir se passer, c'est qu'il faudra apprendre au réseau à faire des liens entre certaines entrées et certaines sorties, ce qu'on appelle l'attention en fait. Là, je simplifie parce que je vois que je suis à 39 minutes. Et donc, à un moment donné, il y a eu un papier qui avait fait un raz-de-marée qui s'appelle Attention is all you need. All you need is love. Attention is all you need. Et en fait, c'est ça qui a donné naissance à BERT, qui est un modèle beaucoup plus simple que GPT-3. Et on en est arrivé à GPT-3. Donc là par contre, dans une autre vidéo, je ferai une vidéo sur les Transformers parce que sinon là, on va se perdre. Donc les Transformers, c'est exploiter en fait le mécanisme d'attention. C'est juste qu'ils ont des multi-heads et multi-layers attention. Voilà. En gros,
euh, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir en fait, en entrée déjà en termes de word embedding, dans les transformers, en fait, on n'utilise ni Word2Vec, ni Glove, ni toutes les technologies. En fait, on apprend. Ça va être le réseau lui-même qui va apprendre le, l'embedding adéquat. Et il va y rajouter la position. Avec, comme vous voyez dans le schéma, une connexion résiduelle qui permet de faire justement, en fait, d'éviter le vanishing gradient. Mais qu'est-ce que fait en fait le transformer finalement? En fait, c'est un réseau génératif. C'est un réseau génératif dans le sens où lui, ce qu'il fait, c'est qu'il est autorégressif. Ce qu'il est capable de faire, c'est uniquement de prédire le mot suivant. Donc là, on va essayer de répondre à la question de départ et d'ouvrir des perspectives de recherche que moi j'estime être important pour l'avenir dans le domaine du traitement du langage naturel. Voilà. Donc, en fait, lui, il est capable. Des fois, il donne cette impression quand même de raisonnement, en fait. Il peut être stupide, effectivement, des fois, il peut être extrêmement stupide. C'est un modèle génératif de toute façon, donc de par sa nature, un modèle génératif ne raisonne pas. Donc si on commence à partir de ce principe-là, ce qui est plus compliqué en fait à comprendre, c'est comment est-ce qu'il est capable de donner ce sentiment de raisonnement en fait des fois quand tu discutes avec lui, avec cet outil. En fait, c'est parce que finalement, effectivement, le réseau a une très belle performance en termes d'apprentissage des caractéristiques qui sont dans la phrase. Donc là, on n'est pas que dans le word embedding, ça veut dire que même dans la phrase, il va être capable de détecter pas mal, en fait, ça va être la taille de ce qu'on appelle le vecteur V, pour ceux qui veulent lire Attentionsal Unit. Regardez. En fait, c'est les features, en fait, le nombre de features que tu veux capturer, ben, il va capturer un certain nombre de features. Ça peut être par exemple, je donne un exemple, le début du film était bon, mais sa fin était terrible. Donc là, on voit qu'on a une espèce de changement brutal. Et ça peut être détecté. Toutes ces choses-là peuvent être détectées en fait. Aujourd'hui, il faut savoir que ce que je dis, il ne faut pas le prendre pour parent d'évangile. Et j'aimerais vous citer Stéphane Mallard, donc qui est un chercheur spécialisé dans ce domaine, qui fait des conférences sur le mystère du fonctionnement des réseaux de neurones. D'ailleurs, pour ceux qui savent, j'ai écrit un article Deciphering Transformers pour essayer un peu d'expliquer. Je me suis inspiré de ses travaux, effectivement. Mais lui, il parle des réseaux à convolution. Moi, j'ai juste un peu pris ce qu'on appelle les ondelettes et tout ça. Et j'ai essayé de faire un travail sur ce que ça peut apporter dans le domaine du traitement du langage naturel. Et une fois qu'on a compris tout ça, et supposons qu'on ait bien compris voilà, la phrase, toutes les caractéristiques qu'il y a dans cette phrase, plus la sémantique des termes, les liens entre les termes, etc., qu'on arrive à l'encoder, on a à côté un modèle autorégressif qui est le décodeur, qui est capable de trouver, de générer le mot suivant avec une forte probabilité, c'est-à-dire le mot suivant le plus probable, considérant l'état dans la phrase dans lequel je suis et considérant l'encodage que j'ai fait de ma phrase de départ. En sachant que cet encodage, il est quand même extrêmement performant. Il est mathématiquement, c'est très bluffant, justement. C'est ça qui explique la performance des modèles GPT. C'est les transformers à la base. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pour ça qu'Yann Lequin dit que c'est une très bonne ingénierie, mais on n'a pas révolutionné on n'a pas fait de grosses révolutions. Mais c'est de la très bonne ingénierie. Parce qu'on mélange ça avec de l'apprentissage par renforcement, etc.
Et donc c'est ce qui fait qu'en gros sa réponse semble coller, voilà, on a cette sensation qu'il n'y a pas de hors-sujet. Il est pas, sa réponse est quand même fortement corrélée à la phrase de départ, au prompt de départ. Et c'est ça qui donne, et si on garde avec le contexte, ça te donne cette illusion de raisonnement en fait. Parce qu'en fait, il n'est pas hors sujet. Ça suit une logique quand tu discutes. Voilà. Mais étant donné que c'est un modèle génératif, ben voilà, aujourd'hui, ce qu'on appelle les hallucinations, c'est quand il part complètement hors sujet des fois et t'as beau lui répéter X fois qu'il a tort, il continue à avoir tort. Donc là, je peux rentrer dans les détails, les chercheurs sont en train eux-mêmes d'essayer de comprendre, mais moi, j'ai mon avis là-dessus. Et c'est avec ça que j'ai envie de terminer. Pour moi, les modèles génératifs ne sont pas faits pour raisonner. Et rappelez-vous de cette bataille connexionniste versus symboliste. Pour moi, et c'est l'avis que j'ai depuis que je m'intéresse à l'IA donc dans mes études, c'est que il faudra mélanger les deux. Une bonne IA sera capable de faire les deux. Et c'est aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de discuter avec une dame qui s'appelle Adi Watzman, qui est chercheuse chez PayPal en fait dans le domaine de l'intelligence artificielle. Elle, l'ensemble de ses recherches, c'est que du raisonnement. J'ai même été très content parce qu'à un moment donné, je me demandais est-ce que finalement on a jeté tout ça à la poubelle. Je me suis dit mais c'est quand même fou, ça me fait penser à la vidéo sur Liz Moline en fait, où la théorie des cordes elle prend tout et les autres recherches on s'en fout. Bon, ce qui n'est pas, c'est pas une très bonne comparaison parce que les réseaux actuels sont quand même performants, contrairement à la théorie des cordes qui n'avait donné aucun résultat. Et donc, par exemple, dans le domaine du prompt engineering, le prompt engineering, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner quelques exemples en fait de domaines dans le domaine en fait, de matières qui sont en pleine recherche actuellement. On a ce qu'on appelle le XAI, donc l'Explainable Artificial Intelligence. On a le Causal ML et l'Abductive Reasoning. Donc le Causal ML, en fait, ça va être d'essayer de créer un réseau. Pour ceux qui connaissent le bayésianisme, en fait, c'est beaucoup utilisé de manière sous-jacente. En fait, ça va être par exemple de comprendre l'effet. Qu'est-ce qui cause, quel est l'effet, par exemple, si je te rajoute par exemple une cuillère ou tel médicament, par exemple dans le domaine du médical, j'analyse l'effet, etc. Et je fais plusieurs expérimentations et à un moment donné, je peux faire un graphe causal en disant ça provoque ça fait ci, ça fait ça. Moi, en creusant, je vois déjà, par exemple, dans le domaine du prompt engineering. Si on veut améliorer, par exemple, supposons que le prompt engineering, c'est quoi? C'est que comme ChatGPT, des fois, je donne un exemple tout simple. Moi, des fois, tu dois tout de suite commencer par, tu commences à parler, puis hop, il part dans son délire et il t'écrit un roman. Donc, tu dis, écoute, pendant toute la discussion qu'on va avoir dans ce contexte-là, s'il te plaît, fais des phrases de maximum 5 lignes ou je sais pas quoi, et ne détaille pas si je ne te le demande pas. C'est ça ce qu'on appelle le prompt engineering en fait, et ça va beaucoup plus loin. C'est juste en fait, de cadrer en fait la discussion grâce à des prompts, tout simplement. Et ça, on a un domaine entier qu'on appelle le prompt engineering. Et on a même des outils complexes aujourd'hui qui nous permettent de faire des pipelines dans ce domaine-là. Et un des projets dans lequel d'ailleurs je travaille, c'est par exemple le Causal ML, peut permettre justement de voir quels sont les effets en fait lorsque je change mon certain prompt. Quel est l'effet en termes d'accuracy sur GPT? Ce qui nous permet déjà d'améliorer en fait les performances et aussi de mieux comprendre le fonctionnement en fait de GPT-3.
Donc ça, ce n'est qu'un seul exemple, en fait, le causal ML. On a aussi l'abductive reasoning qui pallie au raisonnement inductif et déductif. Donc déductif, c'est j'ai des prémices, j'arrive à en déduire. Inductif, c'est j'ai des conséquences et j'essaye de trouver... voilà. Et en fait, l'abductif se retrouve entre les deux. Donc sans rentrer dans les détails, mais voilà, ça c'est des domaines qui dans lesquels il y a beaucoup de recherches, beaucoup de thèses, beaucoup de papiers. Et moi je suis convaincu, avec tous les outils qu'on a actuellement dans le domaine de GPT pour créer des pipelines un petit peu complexes, etc. On a même des outils qui te permettent justement de faire du routing en se disant si c'est simple, je pars sur un modèle, un LLM, un large langage modèle plus simple, sinon je pars sur GPT-3 ou GPT-3.5 Turbo, etc. Avec tous ces outils-là, en combinant avec du causal ML, de l'abductive reasoning, effectivement là on arrivera à quelque chose qui aura moins d'hallucinations, qui sera pas voilà, qui aura pas le syndrome dont l'article dit pourquoi semble-t-il si génial par moment et si stupide par moment. Voilà. Comme toujours, ma conclusion, j'espère que vous l'avez compris, c'est le mix. Si vous devez retenir une chose, c'est ça. Mélanger le raisonnement, les outils de raisonnement en IA, comme le causal ML, l'XA, tout ça, le symbolisme justement, avec les réseaux de neurones. Pour moi, c'est la voie à suivre. Si on ne suit pas cette voie, malheureusement, ben, on va pas progresser tout simplement. Voilà, 51 minutes. Plutôt longue la vidéo. Voilà, mais c'était quand même un sujet qui... Voilà, j'espère que ça vous a apporté un petit peu de connaissances. N'hésitez pas à poser des questions, à donner votre feedback sur le format, sur la taille, sur les 50 minutes. Si vous considérez que des fois je me dispersais, j'ai essayé d'organiser cette vidéo, j'ai essayé de la structurer. Voilà, moi mon objectif c'est tout simplement en fait de transmettre. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Voilà, on est toujours sur le domaine de l'IA, mais comme je disais, là j'ai pas eu le temps récemment, mais des vidéos se préparent dans le domaine de la finance de marché, de la blockchain. Et en plus, ces choses se recouvrent. Donc, ça va être intéressant. Allez, bye.